Ils attendent désespérément l'aide humanitaire promise par le président américain Joe Biden. On parle des Palestiniens toujours pris au piège à Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Israël avait riposté en imposant un blocus total, sans eau, sans nourriture, sans électricité. Une aide doit être acheminée à partir de l'Égypte, au départ de l'Égypte, mais ce n'est pas pour maintenant, sans doute pour demain. Vous voyez au départ de Rafah, donc ce poste frontière, le seul qui n'est pas contrôlé par Israël. On y retrouve justement notre envoyé spécial, Maryse Burgot, pour davantage de précisions. 20 camions d'aide humanitaire pour les civils de Gaza. Ces camions vont transporter de l'eau, des vivres et des médicaments. Ils vont transiter par le point de passage de Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. C'est le seul point de passage qui n'est pas contrôlé par Israël, mais par les Égyptiens. Joe Biden a négocié cela avec le président égyptien. Joe Biden, qui était hier en visite en Israël et qui a obtenu que l'État hébreu ne s'oppose pas à cette opération humanitaire. Jusqu'à présent, les autorités israéliennes refusaient tout principe d'aide humanitaire tant que les otages n'avaient pas été libérés. Ces 20 camions, c'est bien sûr une goutte d'eau au regard des besoins des Gazaouis, mais cette opération pourrait être renouvelée. Voilà, Maryse Burgot, donc depuis le poste frontière de Rafah au sud de la bande de Gaza. Bonjour à nos invités. Merci d'être avec nous pour parler de cette aide humanitaire qu'attendent évidemment les Palestiniens. Zaina El Tibi, bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste libanaise, présidente de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris. Et Younes Belfalla, bonjour à vous. Bonjour. Enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, spécialiste du Moyen-Orient et directeur du MedFocus Think Tank. Justement, la position de l'Égypte, puisqu'on parle de ce poste frontière de Rafah, est évidemment très délicate dans la situation dans laquelle on est, l'Égypte et la Jordanie, puisque les deux présidents, le président Abdel Fattah al-Sisi et le roi Abdallah II, se rencontrent au Caire. Ils ont des accords de paix avec Israël depuis 79 pour l'un, depuis 94 pour l'autre. Ils ont souvent joué les médiateurs. Ils redoutent le déplacement forcé des Palestiniens si jamais ce couloir est ouvert. Oui, je crois que c'est la position de l'Égypte, elle est très claire là-dessus, parce que effectivement, l'Égypte, c'est un acteur indispensable. Bon, on sait parfaitement le rôle des services secrets égyptiens dans l'affaire de négociation entre Hamas et les Israéliens, et ça date depuis longtemps. Maintenant, le poste frontière de Rafah, qui est je dirais la seule porte, on va dire, pour les Gazaouis, pour qu'ils puissent entrer en Égypte. Clairement, la position égyptienne craint en fin de compte un déplacement forcé des Gazaouis vers le Sahara du Sinaï. Là-dessus, parce qu'il faut revenir quand même que c'est une obsession dans le monde arabe, parce que c'est un projet qui était présenté à certains moments par un général israélien, Giora Elend, qui voulait faire le déplacement des Gazaouis au Sahara du Sinaï en contrepartie de certaines, bien sûr, facilités économiques. Netanyahou, il a parlé avec Moubarak, l'ancien président, sur ça. Jared Kushner, qui était le conseiller de Trump, il voulait aussi faire ce projet pour faire une annexation de la population vers le Sahara du Sinaï. Le Sahara du Sinaï, c'est 3 fois la superficie d'Israël, clair. Mais en fin de compte, les Égyptiens, ils ne veulent pas tomber dans le même scénario des autres pays du voisinage. Donc, on sait parfaitement que le déplacement des Palestiniens était clairement une des causes de la guerre civile au Liban. Et jusqu'aujourd'hui, les Palestiniens restent au Liban dans des conditions, bien évidemment, très, très difficiles. En Jordanie, les Palestiniens représentent 60% de la population. En Syrie, jusqu'aujourd'hui, il y a à peu près un demi-million de Palestiniens. Donc, le fait qu'Israël dit qu'il y a un déplacement provisoire, donc on sait parfaitement que ça ne sera pas provisoire pour ce genre de pays, et il y aura bien évidemment des retombées politiques sur cette région. C'est-à-dire que je ne vais pas vraiment être pessimiste là-dessus, mais un déplacement des Gazaouis vers le Sahara du Sinaï, ça veut dire qu'on est en train de préparer une prochaine guerre entre l'Égypte et Israël. Et ce qui se passe actuellement... Et ça veut dire que c'est la fin de la cause palestinienne. Clairement. Et donc, je crois même la position de Biden hier, elle a clarifié ça. C'est vrai qu'il y avait un soutien à Israël, mais il a dit en même temps qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette opération offensive au Gaza, parce qu'on risque d'avoir un risque d'embrasement. Et ceux qui vont profiter bien de cette situation, ça sera l'Iran. Et donc là, il faut prendre en considération cette dimension régionale, l'expansion de ce conflit. On le voit clairement aussi par rapport à la Jordanie, qui tient un pouvoir, je peux dire, un pouvoir quand même symbolique sur la Cisjordanie, parce qu'elle gère tout le temps la question
de Jérusalem et la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Il y a un poids de la Jordanie sur cette question. Maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est que vraiment, avec ce genre d'embrasement, on risque même vraiment de détruire les accords d'Abraham et les accords de paix avec signés Israël. entre les pays arabes et Israël. Ouais. Alors, on va faire un aller-retour, vous le voyez sur cette image en direct par cette conférence dont on vous a parlé et qu'on attend, conférence des familles des proches disparus depuis l'offensive du Hamas le 7 octobre dernier, les familles franco-israéliennes qui attendent toujours d'avoir des nouvelles de leurs proches. On les écoute et puis on en reparle juste après. Donc, mon nom est Merav. Ma cousine Keren vit à Kfar Saba avec son partenaire et leur fils Ohad, qui aura 9 ans ce lundi, était venu nous rendre visite à leurs grands-parents au kibbutz Nir Oz. À 6h30 du matin, ils se sont mis à l'abri dans leur maison avec Ohad. Keren, ma cousine, m'a écrit qu'elle a vu quelque chose sur la télévision, qu'elle a mis des films mignons pour Ohad sur la télé afin qu'il ne voit pas les nouvelles. Le dernier contact qu'on a eu avec eux était à 9h58 ce samedi du 7 octobre et depuis, nous n'avons aucune nouvelle à leur sujet. L'armée nous a dit qu'ils avaient été les 4 enlevés et ils sont dans la bande de Gaza, probablement à Khan Younes, car Nir Oz est à 2 km de Khan Younes. Ohad est là-bas et nous espérons qu'il est avec sa maman, Keren, et avec ses grands-parents, son grand-père et sa grand-mère. Ohad est un enfant très doué. Un petit gars très sportif. Il n'a que 9 ans. C'est un petit mec tout sportif, mais il n'a que 9 ans. Il adore jouer au football, au tennis. Il est dans une école pour les enfants très doués. Il devait fêter son anniversaire ce samedi parce qu'il avait son anniversaire lundi. Donc sa maman, très organisée, avait déjà préparé au préalable les invitations pour les copains pour ce samedi, dans 2 jours. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas célébrer son anniversaire. Et c'est tout ce que nous savons. Voilà. Et concernant Daphna et Ella, leur maman, Mayon, est une de mes employées. Elle est divorcée. Et ses filles étaient ce week-end-là avec leur papa dans un autre kibbutz à Nachal Oz. Elles ont été enlevées là-bas. Elle a reçu du Hamas des films qu'elle était en train de filmer de son mari et sa copine pendant qu'ils étaient là-bas. Et hier, il y avait l'enterrement du mari et de sa copine. Et les filles sont encore portées disparues. L'aînée a 14 ans et la plus jeune a 8 ans. Et on a encore une image d'elle, l'aînée, Daphna, en pyjama, dans un pyjama que le Hamas leur a donné. C'est tout ce qu'on sait à ce sujet. Bonjour. Mon nom est Ifat. Samedi matin, le 7 octobre, ma cousine Shiri, avec son mari Yardel et leurs 2 magnifiques enfants, Ariel, de 4 ans, et Kfei, de 9 mois,
de 9 mois, un bébé, un nourrisson. Et ses parents, Margit et mon oncle et ma tante Silverman, ont été enlevés par le Hamas. J'ai reçu une vidéo. Je vis à Tel Aviv vers 10 heures du matin, ce samedi, de ma cousine, avec leurs petits-enfants rouquins, couverts dans une couverture, entourés de terroristes, couverts de sang, mais pas du leur. C'est le seul signe de vie que nous avons d'eux. Demain, nous aurons 2 semaines depuis cet événement-là. En fait, depuis hier, Kfir a 10 mois. Il est né le 18 janvier. Je ne veux pas me retrouver dans une conférence de presse dans 2 mois à célébrer son anniversaire d'1 an. En lundi, nous avons reçu une image de Yarden, le papa, qui était emporté à Gaza. Il était blessé, une blessure à la tête. Nous n'avons aucune information sur mon oncle et ma tante, qui ne sont pas, nous savons qu'ils ne sont pas parmi les morts. Ma tante a un niveau élevé, très poussé de Parkinson. Elle n'a pas ses médicaments. Kfir, le bébé, il ne mange pas encore des aliments durs. Il a besoin de lait en poudre. C'est une torture. Ce sont des innocents, ce sont des enfants, des civils innocents, des enfants, des adultes civils innocents. Ils ne sont pas nés dans un jeu de guerre. Ils doivent être libérés maintenant, hier. C'est faux. C'est un cauchemar. Je suis désolée. Merci. Hello everyone. Bonjour à tous. Mon nom est Morena Loni. J'ai 2 sœurs, Sharon à 34 ans et Daniel de 45 ans. Et j'ai 3 magnifiques filles. Emma et Yuli, qui a 3 ans, des jumelles. Ma fille de 5 ans et demi, Emilia. Nous sommes réveillés samedi matin par les alertes, les sirènes à 6h30. Je les ai appelées pour savoir si elles allaient bien. Elles n'étaient au courant de rien. Elles savaient seulement que les terroristes étaient entrés dans le kibbutz. Ce n'est pas la première fois que ça arrivait. Elles vivaient avec ça en permanence. Après une demi-heure, ils nous ont écrit dans le WhatsApp de familial qu'elles peuvent entendre les terroristes dans la maison des voisins. Elles entendaient des cris et des tirs et puis du silence dans les autres maisons. Je ne sais pas si c'est ça qu'elles ont entendu. Après 30 minutes, elles nous ont envoyé un texto qu'elles entendaient les terroristes dans leur maison. Elles étaient dans l'abri. C'est un abri qu'on ne peut pas fermer de l'intérieur, donc il faut garder la porte fermée. Elle disait, on ne sait pas si on va survivre, on vous aime. Après 1 heure, on devenait fou, et tellement en désarroi de ne plus rien pouvoir faire. On appelait tout le monde, les autorités, les forces de sécurité. Et vers 11 heures, ma sœur nous a envoyé un message. Ils brûlent la maison. Ils sont en train de la fumée rentre dans l'abri. Et ils ne savent pas s'ils vont survivre, et ils nous aiment. Et puis elle nous a envoyé un texto, 2 messages, disant « À l'aide, nous mourrons ». Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait pendant de très nombreuses heures après ça.
Et au soir, nous avons eu contact avec la famille de David qui vit là-bas. Il a dit que l'armée est entrée porte par porte dans toute la maison et ils n'ont vu personne dans leur abri. Et puis on a vu David dans des vidéos que le Hamas a envoyées. Et David tenait quelqu'un, je ne sais pas, une tête, on ne sait pas si c'est ma sœur ou une des jumelles. On ne sait pas, on a vu des images, mais on ne sait pas si c'est à ce moment-là. On est dans l'espoir. Le lendemain, on a été en contact avec un des survivants. Pendant qu'elle s'est échappée, elle a vu David, Sharon et l'une des jumelles sur un tracteur. Et David a dit, il était sûr qu'il était sorti de l'abri avec les 2 bébés. Et il s'est entré sur le tracteur, il n'en avait qu'un. Ça, c'était lundi dernier. Et vendredi, nous avons été informés. On a une confirmation que tous les 6 ont été enlevés, kidnappés. C'est ce que nous savons à ce stade. Je me joins aux autres familles pour dire que l'idée que ce sont des combattants de la paix, ce n'est pas du combat, ce n'est pas pour la liberté, ce sont des terroristes et ils attrapent des enfants, des mères, des hommes sans défense et ils leur font en ce moment les choses les plus terribles. Ils doivent être libérés. Il faut les libérer. Sans négociation, il faut les libérer. Sinon, ces gens-là sont pires que des animaux. Merci à vous. Hello, I'm Adas Bonjour, Calderon from je suis Adas Calderon du kibbutz Nir Oz. 5 members of my family been 5 membres de ma famille sont enlevés. Ma mère, ma nièce, mon fils Erez de 12 ans, ma fille Sahar de 16 ans, mon ex-mari Ofer, 52 ans. Il y a 2 jours, on a célébré l'anniversaire de ma maman en son absence. Nous sommes pleins d'espoir parce qu'elle a 80 ans. Une femme exceptionnelle, merveilleuse. Aujourd'hui, en fait hier, nous avons eu un message qu'elle et ma nièce Noya ont été assassinés. Nous pensons nous pensons qu'ils ont été assassinés hors d'Israël, à Gaza. Maintenant, je dois faire le 7 jours de deuil. 7 jours de deuil, la Shiva, pour ma mère et ma nièce, mais je n'en ai pas le temps parce que je dois sauver la vie de la vie de mes enfants et me battre pour mes enfants et pour tous ceux qui sont encore vivants. Donc je ne peux même pas m'asseoir et avoir un moment de prière et de tristesse pour ma mère et ma nièce. Notre kibbutz Nir Oz a vécu un massacre horrible, un pogrom. Comme l'enfer, nous avons vécu l'enfer.
our kibbutz is really disappeared. Notre kibbutz a After été the rayé de la murder carte. and everything, Après les they assassinats, burned all ils ont houses, the most brûlé of the houses. la majorité have des home maisons. to go back. Nous n'avons plus de maisons retournées. But I don't care about home. Mais je me I fiche don't care about my stuff. I don't des care maisons about et my de peu m'importe garden. le I don't care jardin, la about maison, my albums. I don't care about les nothing. affaires, I don't care about my clothes. les vêtements. I care for one thing, La and I seule think chose pour laquelle this is je the me most soucie, important et here. c'est la plus importante, we have to release the children and il the elderly faut, people il faut immediately. libérer les otages, Now, I'm a les simple enfants et les woman. adultes, les I'm not a vieillards political immédiatement. Je suis une I femme can't say simple. what to do, Je ne suis but pas une I'm femme sure politique. that Et je ne they peux pas vous must dire quoi faire, have mais a ils solution. doivent trouver They une must solution. Ils doivent make a avoir une solution solution to talk and afin to de agree parler et and d'accepter et release them de immediately. libérer The time is immédiatement. critic. Le Yeah? temps est Every moment important. they're still there, Chaque they instant, can find themselves same my mom. chaque She was instant, alive 2 days ago. chaque instant où ils passent là-bas, ils peuvent I être don't want tués. them Ils peuvent to avoir find le the même same- sort que ma to be in the maman same qui situation. était vivante il y a 2 jours. Every moment Chaque instant qu'ils passent là-bas it's huge danger for them. est un immense danger. We have currently a Nous very avons- small window of Nous opportunity nous now. avons une très we petite must use opportunité it. pour utiliser ce temps-là pour les libérer. I can tell my story again and Je again, peux raconter mon histoire I think encore we et all have encore. same, different, but quite same Et nous stories avons tous les mêmes about histoires, les mêmes pogrom we had. histoires sur les mêmes pogroms, les mêmes How- attaques, how les mêmes this happened, assassinats. you know. Ces mêmes assassinats, comment ça I've s'est been in a passé? different- because I'm divorced, I've been in Comme a je suis different house. divorcée, I j'étais was dans alone une 8 hours, J'étais dans une maison différente, hein, dans une maison fighting for my life, surviving. seule, dans le noir, pendant que je me battais pour retenir la porte pour qu'ils ne rentrent pas. Mes 2 enfants étant avec mon ex-mari et mes 2 enfants, en entendant qu'ils s'étaient enfuis pour se cacher dans les buissons. Et à 15 heures, quand les soldats sont arrivés, on m'a dit qu'ils avaient disparu. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'ils avaient probablement été enlevés vers Gaza. Mais des histoires et des histoires, on peut vous en raconter. Chacun a des histoires. Et une histoire terrible, une histoire dévastatrice. Mais maintenant, il faut agir. Et je demande tous les gouvernements, Israël, le cher Tamim, Qatar, les princes qataris, vous avez le pouvoir. Vous pouvez changer cette réalité complètement anormale, folle. Je demande aux dirigeants des États-Unis, de l'Europe, de France. Nous sommes également de nationalité française. Ma mère est également de nationalité américaine. Donc, ils sont également nationaux, français, américains. Je demande à la France, je demande aux Français et aux Américains, comme si c'était leurs propres enfants. Je pense qu'ils le font. Je crois qu'ils le font. Parce que beaucoup de corps internationaux sont d'accord, sont convaincus, sont d'accord que c'est un crime contre l'humanité. Ils sont tous d'accord pour cela. Contre toutes les lois. Et ce n'est pas notre affaire privée. C'est un problème qui concerne le monde entier. Cela ne s'est jamais passé. Et les hommes politiques nous le disent. Les dirigeants nous le disent. Cela ne s'est jamais passé. Je suggère et je demande. Trouvez la solution. Vous devez arrêter. Toutes les parties devraient arrêter les opérations militaires jusqu'à ce qu'ils libèrent les enfants et les bébés et les femmes et les enfants
Ils doivent libérer maintenant et puis faire la guerre. Vous ne pouvez pas faire une guerre aux dépens d'enfants et de bébés. Ce n'est pas uniquement mon souci, mon problème. Cela concerne le monde entier qui devrait hurler à mes côtés et demander un traitement humain. Et je prie et je supplie même le Hamas. Vous avez l'opportunité maintenant que vous avez encore une fibre humaine. Alors faites-le. Et le gouvernement, arrêtez et notre gouvernement, arrêtez les bombardements militaires et ramenez nos enfants à la maison. Maintenant, on les attend. On pleure pour eux. Ils sont dans des mains très cruelles. À qui est-ce que je peux faire confiance? Je demande au monde entier et votre voix, criez jusqu'au ciel parce que le ciel est ouvert. Ramenez-nous nos enfants. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des petits-enfants, des citoyens, des civils qui ont été tirés de leur maison en pyjama, de leur lit, et enlevés de leur lit. Ils sont entrés dans vos maisons et dans le lieu le plus protégé, vous ont pris vos enfants en pyjama et ils les ont attrapés, ils les ont enlevés. Et ils ont été tués, brûlés, et tout simplement des familles entières avec bébés et nourrissons sont partis, ne sont plus ici. Je ne peux rien faire à propos des morts, je peux seulement agir pour les vivants. Nous avons 203 otages encore là-bas. Comment vous pouvez encore vous battre? Ils sont au milieu des bombardements. Terrifiés. Je peux entendre chaque nuit mon fils. Ma mère, ramène-moi à la maison. Je peux l'entendre crier. Maman, aide-moi, sauve-moi. Je vous demande, sauvez nos enfants. Voilà, vous venez d'entendre sur France Info cette conférence, évidemment, cette détresse, ce désarroi des familles de ces enfants qui sont retenus, otages, retenus aux mains du Hamas depuis le 7 octobre dernier. Vous voyez leur portrait qui s'affiche. 5 familles, 10 enfants, donc toujours détenus par le Hamas. On en parle toujours avec nos invités, Zena El-Tibi, journaliste essayiste libanaise, et puis Younes Belfalla, donc spécialiste du Moyen-Orient, enseignant à Paris 8. Forcément, cette question des otages, Zena El-Tibi, elle est très délicate. Puisqu'on on joue sur la corde sensible, évidemment, quand on voit ces images. Comment les gérer? Qui sont-ils, ces otages? Est-ce que ce sont vraiment des monnaies d'échange pour le Hamas ou est-ce qu'on est là sur des boucliers humains? Monnaie d'échange, je ne vois pas dans quel sens ça pourrait être des monnaies d'échange face à une politique israélienne qui va jusqu'au boutisme. On sait comment Netanyahou est totalement fanatique et extrémiste. Donc je pense qu'il va privilégier plutôt son pouvoir et je dirais entre guillemets la sécurité d'Israël, quitte à bombarder et toucher ces otages-là. Ce que je peux dire vraiment, c'est que je trouve que c'est inadmissible d'avoir pris en otage des enfants. Ça, c'est contraire à l'esprit de la religion musulmane. En général, les musulmans ne prennent pas des otages enfants ni femmes. Et ça, c'est vraiment écrit noir sur blanc dans le livre saint des musulmans. Donc, je trouve que c'est malheureux d'avoir agi ainsi, même si le Hamas avait besoin d'attaquer ou quoi que ce soit. Je condamne cette attaque. Je ne suis pas en train de dire qu'il avait raison d'attaquer ou pas. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Mais la manière dont ça s'est fait, je trouve que c'est inadmissible. Et c'est parce qu'il a mis quelques enfants en otage, le Hamas, je parle bien de Hamas,
il a mis quelques enfants israéliens en otage, mais il a mis tout le peuple palestinien en otage. Et ça, c'est terrible. Parce que quand les Palestiniens reçoivent des bombes de cette manière, ce n'est pas le Hamas qu'ils sont en train de toucher, ils sont en train de toucher une population palestinienne. Civile. Et le trois quarts des morts hier à, À l'hôpital. à l'hôpital, c'était des enfants, des femmes et des vieillards. Donc je ne vois pas où est l'intérêt. Pour faire, c'est pas une guerre, ça. Ça, C'est la terreur. c'est de la terreur de part et d'autre. Alors Ben, forcément, Je allez-y. voudrais parler vraiment parce que j'aurais aimé, parce que ça rentre dans ce sujet, rendre hommage à Dominique Bernard. On en a parlé sur France Oui, Info, on a vraiment, suivi ses je veux obsèques. et reprendre une phrase de l'évêque d'Arras, c'est qui a dit: la haine qui répond à la haine, ce n'est que plus de haine. Et- Voilà. Exactement, et d'ailleurs, c'est pourquoi, eh bien, on l'a dit hein, sur ce plateau, le monde musulman, le monde arabe s'embrase aujourd'hui, et la cause palestinienne plus que jamais est de retour hein, sur le devant de la scène médiatique après eh bien, tout ce qu'on voit et cette situation au Proche-Orient. Et d'ailleurs, vous êtes spécialiste aussi du Liban, on a vu ces images à Beyrouth Oui, hier, où vraiment, eh bien, dans la rue, les drapeaux palestiniens étaient de retour avec des images assez violentes là encore. Hein. C'est vrai, il ne faut pas oublier que le Liban est d'abord frontalier et ensuite il y a le Hezbollah. Et le Hezbollah qui est allié de Hamas et qui finance Hezbollah, c'est l'Iran. Donc il y a un brasier qui est en train de C'est tout le front nord d'Israël. Hein. et ils sont au nord d'Israël. Et en fait, on se demande jusqu'à quand les choses vont être calmes. Et vous avez toutes les rues des pays arabes et même musulmans, mais notamment, par exemple, au Maroc, les Marocains ont rempli Rabat, la capitale marocaine. Quoique le Maroc est un pays qui a normalisé ses relations avec Israël. Mais malgré ceci, il y a une symbiose entre le peuple marocain et le roi du Maroc. Parce que le roi du Maroc est d'abord commandeur des croyants et président du comité Al-Quds, ce qui est un comité qui est très symbolique puisque c'est un lieu saint musulman qui se trouve à Jérusalem. Donc, si vous voulez, le roi du Maroc aujourd'hui est un lien qui peut être un bon intermédiaire pour arriver à quelque chose. Parce que toute la politique du Maroc, c'est de trouver une solution de paix. Oui. Dans les autres pays, les rues bougent. Elles bougent, mais elles bouillonnent. Et là, c'est pourquoi je parle de haine. Il faut calmer tout ça, parce qu'on ne sait pas où on va. Votre collègue Guillaume Ancel, ce matin sur France Info, parlait d'hystérisation hein, de ce conflit. Absolument, absolument. Mais c'est grave, parce qu'on est en train de le vivre dans les pays arabes. Au Pakistan aussi, ça a bougé. Même aux États-Unis, vous avez même des Américains de confession juive qui dénoncent la manifestent politique de Benjamin Netanyahou. Voilà, tout à fait. Donc, si vous voulez, il faut essayer d'écouter la voix de la sagesse. Cette voix donc, que quelques personnes, quelques dirigeants peuvent avoir de façon à calmer. Mais malheureusement, on a le sentiment que le gouvernement israélien, dirigé par Netanyahou, va jusqu'au boutisme. Et c'est triste. Alors, vous avez parlé de ces manifestations un peu partout. Il y en avait une assez impressionnante hier, on en parlait en Tunisie, devant l'ambassade de France à Tunis. Pourquoi la France? Pourquoi l'ambassade de France? Pourquoi la France ciblée? Je crois que, vu le poids de la France dans la scène internationale et les positions françaises étaient toujours vues par les peuples arabes comme étant des positions pro-arabes. Il faut rappeler quand même la position de Général de Gaulle par rapport à la question des deux États, Oui. ce qui était une position, une constante vraiment de la politique étrangère française. La fameuse position du président Chirac concernant la guerre en Irak et qui a vraiment fait énormément d'écho dans le peuple, chez les peuples arabes. Je crois qu'actuellement, il y a un sentiment chez certains peuples arabes qui voient que la France, elle devient un suiveur des États-Unis. Elle n'a plus la position particulière qu'elle a. Elle n'a plus de voix dans la région. Oui, et surtout que la France, c'était toujours l'influence par la culture. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que la littérature française, la culture, la langue, tout ça, il était vraiment révolutionnaire en quelque sorte. Tous les pays, même du monde arabe, ils ont fait la lecture de la Révolution française. Donc, effectivement, ils voient actuellement qu'il y a une absence du rôle français
dans la scène internationale. Bien évidemment, ça c'est discutable parce que je vois quand même qu'il y a un mouvement au niveau du Quai d'Orsay avec le président sur la question des otages. Le président, il a dénoncé quand même ce qui s'était passé dans l'hôpital de Gaza. Il y a quand même, la France, elle essaie de jouer un rôle très intéressant là-dessus. L'allocution de président Macron la semaine dernière, elle était vraiment très équilibrée et elle était très claire. Mais effectivement, il faut vraiment faire attention aussi par rapport à certaines manifestations dans certains pays arabes qui peuvent être utilisées par des dirigeants arabes comme étant une façon de surenchère ou de récupération politique. Alors, il ne faut pas oublier que des pays de la région, surtout au Moyen-Orient, si je pense par exemple au régime syrien qui a fait de la cause palestinienne à un certain moment un fonds de commerce pour ce mouvement. L'Iran également parle de la cause palestinienne et sachant bien que l'Iran profite clairement de cette situation. D'ailleurs, c'est pour cette raison. Est-ce que ça peut être la fin, des accords d'Abraham, de normalisation des relations avec Israël qui date de 2020? Je crois qu'il y a quand même il y a un sentiment qui règne actuellement vers, on peut dire vraiment un conflit d'intérêts là-dessus. C'est clair. Ce qui est sûr, c'est que la normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, ça va être reporté. On le voit d'une façon très claire. Ouais. Et c'était l'un des objectifs de la politique étrangère de Biden, avec la préparation d'un accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Maintenant, c'est vrai que les accords d'Abraham, c'était un pas en avant. C'était quelque chose de très intéressant, mais ce n'était pas suffisant. C'est ce qu'il n'a pas compris, Benjamin Netanyahu. Ni la primauté militaire d'Israël, ni les accords de paix avec les pays arabes ne peuvent bien évidemment faire une résolution de la cause palestinienne. Maintenant, ce qui se passe actuellement, je trouve qu'on est vraiment en train d'enterrer la solution des deux États. Je ne sais pas, on est dans une impasse politico-militaire dont je n'arrive pas à voir des perspectives. Et ce qui était ici intéressant hier, c'est la déclaration du président Biden qui a vraiment fait la Il a repris les deux États et la comparaison avec l'Irak. Et la comparaison avec l'Irak. Absolument. C'était une façon de montrer qu'il y avait une erreur stratégique, que les États-Unis ont payé vraiment trop fort le prix, parce qu'en fin de compte, l'Irak, il était présenté en plateau d'or à Daesh et à l'Iran. Et donc, on sait bien qu'on risque de rester dans une conséquence grave au Moyen-Orient. Maintenant, franchement, vous êtes c'est pas d'accord, seulement... Zena El-Tibi? Oui, tout à fait. Moi, je ne crois pas que seulement le Liban qui est menacé. Excellente analyse. Mais en fait, justement, aujourd'hui, le problème, c'est que vous parlez de la Syrie, de l'Iran, de la Tunisie, parce que Oui. le président tunisien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il a sa position quand même proche de l'Iran, Oui. proche de l'Algérie, proche une position un peu, dirais-je, Très, très rude vis-à-vis même de l'Occident. tout à fait. Ouais. Donc, tout ce groupe-là, justement, aujourd'hui, prend de la force grâce à ce conflit qui reprend. Et qui ne va pas servir la cause palestinienne, c'est ce que ça vous ne va pensez? pas servir la cause palestinienne et ça ne va pas du tout résoudre la cause palestinienne, mais d'un autre côté, résoudre la question en deux États. Ils essayent, comme vous disiez tout à l'heure, chasser les Palestiniens vers le Sinaï, et comme ça, on est tranquille. Sauf qu'en Égypte, c'est aussi les C'était frères musulmans. Bien sûr, il y a même d'où des est réseaux issu le Hamas. djihadistes, il y a Mais des bien réseaux sûr, djihadistes ça dans le crée Sahara du Sinaï. un grave... Ça, il ne faut pas Oui, oublier. ça crée une situation Et ça déplace très, très le grave, problème, en fait. bien sûr. Merci. Et aussi, j'aimerais bien Très aussi rapidement. terminer par... Il y a aussi un acteur qui récupère fortement la cause, c'est la Russie. On en a parlé, on va en reparler comme sur étant France un Info. faiseur de paix au Moyen-Orient, franchement, là-dessus, Absolument. vraiment, Eh bien, on en il faut bien reparle. discuter là-dessus. On en reparle à 16h30 justement sur France Info dans notre rendez-vous des experts. Merci à Zena El-Tibi et merci à vous Younes Belfala pour vos analyses très pertinentes évidemment sur la situation qu'on vit en Israël, au Proche-Orient et puis pour votre analyse géopolitique. Tout à l'heure, on a reçu la spécialiste de la propagande, l'historienne Marie Pelletier. Elle était l'invitée de Martin Baumer et vous allez entendre son analyse est évidemment nécessaire alors que les fausses informations sont de plus en plus nombreuses.